Cette idée qu'on est tous comme une page blanche, une fameuse ardoise vierge, eh bien elle est super ancrée dans notre culture. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est la grande question que pose Steven Pinker dans son livre qui a fait l'effet d'une bombe, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Dès la préface, Pinker nous met au défi. Et attention, cette question, elle n'est pas juste là pour la forme. Non, non. C'est le point de départ d'une enquête absolument fascinante qui va, disons-le, dynamiter pas mal d'idées reçues sur ce que ça veut dire être humain. Alors, pour bien piger la révolution que Pinker propose, il faut d'abord comprendre à quoi il s'attaque. Ce qu'il appelle la théorie officielle, pensez-y comme une sorte de sainte trinité d'idées qui a complètement façonné notre vision de l'humanité pendant des décennies. Bon, le premier pilier, c'est justement cette fameuse ardoise vierge, ou tabula rasa en latin. L'idée, c'est que notre esprit, à la naissance, est complètement vide. Nos personnalités, nos talents, nos goûts, tout ça se serait écrit après, par notre expérience, par notre culture. En gros, rien ne serait inné. Deuxième pilier, le mythe du bon sauvage. Vous savez, cette idée rendue super populaire par Rousseau que l'être humain, dans son état naturel, est fondamentalement bon, pacifique, pur. Et que ce serait la civilisation, la société, qui viendrait tout gâcher et nous corrompre. Et enfin, le troisième dogme, c'est celui du fantôme dans la machine. C'est l'idée que notre conscience, notre moi, c'est une sorte de pilote immatériel, le fantôme, qui est aux commandes de notre corps, la machine. Du coup, notre esprit serait complètement détaché, libre des contraintes de notre biologie. Ok, mais il faut bien comprendre pourquoi ce trio d'idées est devenu si puissant. En fait, ça partait d'une intention vraiment noble. Le raisonnement était simple. Si on est tous des ardoises vierges à la naissance, alors il ne peut y avoir aucune justification biologique au racisme, au sexisme, à l'oppression. C'était une sorte de rempart moral contre les horreurs du XXe siècle. Mais voilà, le problème, selon Pinker, c'est que la science a commencé à faire apparaître de sérieuses fissures dans ce bel édifice. Les sciences cognitives, la génétique, la psychologie évolutionniste, toutes ces disciplines, elles se sont mises à pointer dans une toute autre direction. Et là, on est au cœur de l'argument. C'est un vrai 180 degrés. Pendant longtemps, on a pensé que la culture venait écrire sur un esprit vide. La nouvelle vision, c'est l'inverse. C'est notre esprit, avec sa structure déjà présente, qui produit la culture. Et les neurosciences viennent enfoncer le clou. Loin, très loin d'être un disque dur vierge, le cerveau d'un nouveau-né est une machine d'une complexité absolument stupéfiante. Il y a déjà des circuits précablés pour le langage, la reconnaissance des visages et tellement d'autres choses. Du coup, à la place de l'ardoise vierge, le livre avance une autre idée, celle que tous les êtres humains sans exception partagent une nature riche, complexe et universelle. Ce concept est vraiment fascinant. Il est appelé le peuple universel. L'idée, c'est que sous le vernis de nos cultures qui semblent si différentes, il y a en fait un schéma directeur commun, une sorte de plan de base pour l'espèce humaine. Et la liste de ces points communs, elle est vertigineuse. On y trouve des choses très profondes, bien sûr, comme l'amour romantique, le deuil, le sens de la justice, mais aussi des trucs beaucoup plus surprenants. La poésie, par exemple, les insultes humoristiques, la peur des serpents, et même des outils de pensée comme les opérateurs logiques. C'est comme la preuve d'un logiciel mental commun à toute l'humanité. Et évidemment, dire qu'il y a une nature humaine innée, ça fait peur. Ça soulève des craintes profondes sur ce que ça implique pour notre société, pour notre morale. La peur numéro 1, c'est celle-ci. Si on admet qu'il y a des différences innées entre les gens, est-ce que ça ne va pas servir à justifier les inégalités et l'oppression? Et franchement, vu l'histoire, c'est une crainte tout à fait légitime. Mais Pinker retourne complètement l'argument. La peur, c'est que reconnaître des différences innées va justifier l'inégalité. Mais lui, il dit non, c'est l'inverse. Reconnaître que les talents ne sont pas distribués équitablement, eh bien ça rend la correction des injustices sociales encore plus urgente, pas moins. C'est précisément quand les gens ne partent pas sur un pied d'égalité, sans que ce soit de leur faute, que la justice doit intervenir. L'autre grande peur, c'est celle du déterminisme biologique. En gros, si notre comportement est ancré dans la biologie, est-ce que ça veut dire qu'on n'est que des marionnettes tirées par les fils de nos gènes, qu'on n'a pas de libre arbitre et qu'on n'est plus responsable de nos actes? Et là encore, la réponse du livre est super contre-intuitive. On a tendance à penser biologie égale destin, pas de libre arbitre. Mais en fait, c'est tout le contraire. Une fourmi avec son programme génétique tout simple, elle est une marionnette. Nous, c'est justement la complexité incroyable de notre cerveau qui nous permet de choisir. Ce choix, c'est un vrai processus neuronal. C'est notre biologie qui crée notre liberté. Elle ne l'annule pas. Et puis, il faut aussi voir que l'idée de l'ardoise vierge, elle n'est pas si innocente que ça, politiquement parlant. Cette citation de Mao Zedong le montre bien. Cette idée qu'on peut réécrire l'humain à partir de zéro, elle a été utilisée par certains des pires régimes totalitaires de l'histoire. Pour eux, l'être humain n'était qu'une pâte à modeler. Alors, au final, si l'ardoise n'est pas vierge, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'accepter l'idée d'une nature humaine pour notre avenir? Eh bien, ça change pas mal de choses. Prenons la dignité humaine.
Dans la vision de l'ardoise vierge, elle vient d'une sorte d'âme. Avec la nature humaine, elle vient de nos capacités bien réelles et universelles, la raison, l'empathie. Pour le progrès social, pareil. Au lieu d'essayer de refaire les gens pour qu'ils collent à une utopie, il s'agit de concevoir des systèmes qui fonctionnent avec nos forces et nos faiblesses. Et la violence, ce n'est plus juste un truc appris, une pathologie. C'est une partie de notre répertoire qu'on doit apprendre à maîtriser avec la raison. En gros, on arrête de nier qui on est et on commence à construire un monde meilleur avec ce qu'on est. Ce qui nous laisse avec une dernière question assez vertigineuse. Si on n'est pas des ardoises vierges, alors qu'est-ce qui est déjà écrit dessus? Et surtout, qui est l'auteur? Peut-être que la grande aventure de la vie, ce n'est pas de partir d'une page blanche, mais de découvrir le texte qui est déjà là, et de décider comment on va écrire la suite.